On s'arrête un instant sur l'hypothèse folle de la simulation. Et si notre réalité n'était qu'un gigantesque bug informatique popularisé par Matrix, cette idée est désormais portée par des figures de la Silicon Valley comme Elon Musk ou encore Sam Altman, au point, on va le voir, que cette théorie de la simulation est devenue l'obsession métaphysique de certains chercheurs et même de certains puissants de ce monde. Bonjour à vous, Guillaume Gralet. On s'arrête un instant sur cette théorie folle. De Platon à Musk, on se pose cette question. Et si on n'était que dans un gigantesque bug informatique, d'abord, cette théorie de la simulation, on le sait, elle s'est invitée au cinéma. Je citais un petit peu plus tôt Matrix, mais pourquoi est-ce que ça revient sur le devant de la scène ? Oui, c'est-à-dire que ça gagne de plus en plus des lettres de noblesse chez le grand public. Parfois, ça peut être très amusant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'imagination pour se plonger, par exemple, dans Le Vertige, donc la nouvelle œuvre de Quentin Dupieux. Vous voyez un Alain Chabat très pixelisé, on a l'impression de faire presque un retour en arrière, expliquer à un Jonathan Cohen qu'on vit dans un monde simulé qui ne correspond pas à la réalité. Alors c'est une œuvre qui avait été présentée à la quinzaine des cinéastes, mais qui effectivement était un petit clin d'œil à l'œuvre de Matrix. Vous savez, Matrix, on se souvient de Neo, ce hacker qui pensait que la réalité sonnait un petit peu faux, et lorsqu'il avalait la pilule rouge, il découvrait une vérité glaçante. L'humanité était endormie, asservie par des intelligences artificielles. Notre quotidien, Nabia, il faut l'imaginer. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être là avec vous dans un monde que je considère comme réel. Mais dans cette imagination que l'on voit au cinéma, dans le film de Quentin Dupieux, mais aussi de Matrix, effectivement, toute cette simulation serait régie par une matrice. Un peu plus tôt, déjà en 2003, on avait vu le philosophe qui était alors prof à l'université d'Oxford, Nick Bostrom, qui posait un postulat. Il disait que si les civilisations futures avaient une puissance de calcul infinie, elles pourraient simuler leurs ancêtres et donc nous-mêmes, Nabia. Et que pensent exactement, justement, les tycoons de la Silicon Valley ? Je citais tout à l'heure Musk ou Altman. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Si on revient sur une déclaration, alors qui n'est pas toute récente, en 2016, d'Elon Musk, c'était à la Code Conférence en Californie, il prenait en exemple les progrès qui ont été réalisés depuis le premier jeu vidéo grand public. Vous savez, Pong, où on jouait au tennis, c'était très basique. Et les jeux actuels, il disait, on a fait des progrès absolument phénoménaux en quelques dizaines d'années. Si on poursuit, les civilisations à venir auront suffisamment de puissance de calcul, suffisamment de puissance de modélisation pour faire de nous absolument ce qu'elles veulent. C'est pour ça qu'il expliquait qu'il y avait une certaine simulation. Et lorsqu'on relit un portrait qui avait été écrit par le New Yorker en 2016 de Sam Altman, lui aussi, alors c'était moins clair, mais il disait que peut-être il y avait un interrupteur, une civilisation extérieure qui pourrait remettre en cause notre existence. Alors on sait que Sam Altman est capable du meilleur avec la fusion nucléaire, mais le pire aussi parce qu'il investit dans des entreprises qui veulent trier la manière dont on sera plus tard. Donc on se demande s'il n'avait pas un peu perdu pied. Mais effectivement, tout ça, ça a intéressé un journaliste que je respecte énormément qui s'appelle Loïc Hecht, qui a publié ces toutes dernières semaines aux arènes un livre qui s'appelle La simulation, et il nous explique un petit peu le pourquoi de sa démarche et pourquoi certains travaux de scientifiques ont attisé sa curiosité. Ok, on l'écoute. Alors, quand on est scientifique, qu'on s'intéresse à la question de la simulation et qu'on a envie d'aller au-delà de l'argument philosophique et vraiment de poser des hypothèses pour potentiellement trouver des preuves, il y a un domaine qui semble consacré, c'est celui de la physique quantique. La physique quantique, c'est donc la science qui décrit la réalité à l'endroit des particules élémentaires. C'est une science très déroutante, assez jeune, qui date du début du XXe siècle, et qui nous a appris que contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, la réalité n'est pas déterminée, la réalité n'est pas matérielle. À l'endroit du tout petit, la réalité existe comme un ensemble de probabilités de tout ce qui pourrait advenir. Et c'est seulement quand, dans le cas d'une expérience, par exemple en laboratoire, qu'on va faire une mesure, que toutes ces probabilités vont s'effondrer, il y en a une qui va rester et elle devient la réalité telle qu'on la connaît. Et il y a un chercheur qui va beaucoup m'intéresser, il s'appelle Tom Campbell. Il a imaginé une série d'expériences de physique quantique pour démontrer qu'on vivrait peut-être dans une simulation. Il a levé l'argent pour les mener à bien et il poursuit un dessin ou une hypothèse qui est très osée, voire sulfureuse, c'est que ce ne serait pas juste le fait de faire une mesure qui ferait advenir la réalité, mais le fait que ce soit une conscience qui va y accéder. Et là, du coup, ça vient ouvrir une hypothèse assez vertigineuse sur ce qu'on croit être le réel.
Il y a aussi des fondements philosophiques, Guillaume, dans cette intuition, qui trouve d'ailleurs source dans des œuvres comme Platon ou Descartes. Oui, c'est ça, cette philosophie, cette expérience de pensée, j'ai envie de dire, elle ne date pas d'hier. On a un peu l'impression de revivre certaines imaginations, certains écrits de Platon. Vous savez, lorsqu'il l'explique que nous ne voyons que les ombres de la réalité, on a un peu l'impression aussi de redécouvrir le malin génie de Descartes, l'hypothèse d'une entité omnipotente dont le seul but serait de créer une illusion parfaite du monde matériel. Mais l'image, l'œuvre que je trouve la plus intéressante, on vient de la voir, c'est celle du rêve du papillon que l'on doit à un philosophe un philosophe chinois taoïste du 6e siècle qui s'appelle Chuang Tzu. Et pour lui, l'histoire est vertigineuse. Il va imaginer un papillon qui se réveille et qui se rend compte qu'il a été humain, et il va jouer sur cette ambivalence. Sommes-nous un papillon, sommes-nous un homme? Un peu plus tard, un chercheur en sciences cognitives, Donald Hoffman, il va aller plus loin dans son livre que l'on vient de voir aussi à l'écran, qui s'appelle The Case Against Reality. Lui, il explique que en fait, on a tout simplement voulu protéger l'homme. Vous savez, l'évolution darwinienne a voulu nous protéger et a voulu faire en sorte bien, que nous ne réalisions pas que peut-être une civilisation extraterrestre, peut-être une civilisation avancée avait pris le contrôle sur nos vies. Bref, c'était une manière de nous protéger, et ça rejoint un tout petit peu les pensées de Nick Bostrom dont on parlait tout à l'heure. Et la conscience dans tout ça? Oui. Oui, alors je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de débats sur, effectivement, comme on l'a vu dans les dires de Loïc Hecht. J'invite à lire des écrivains comme Federico Fagini, Mario Strom, qui s'interrogent sur ce qu'est la conscience. On sait aussi que beaucoup de chercheurs cherchent à recréer une conscience artificielle. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, en fait, c'est de ne pas considérer cette quête technologique comme une fin en soi. J'ai un peu l'impression de vivre ce qu'on a vécu avec le basilic de Rocco. C'est une expérience de pensée qui a été popularisée sur Reddit, où en fait, on invite, un petit peu comme Pascal l'invitait par rapport à la croyance divine, à croire en l'intelligence artificielle, à croire en une suprématie technologique pour se protéger. En fait, ce que je considère, c'est que on a cette terre, on a cette, vous l'avez vu, on l'a vu avec l'interview que vous avez réalisée du pompier extrêmement courageux sur laquelle on peut agir. Et je pense que tout simplement croire qu'on est dans une simulation, ça ne doit pas nous encourager à ne plus avoir de prise sur nos actes qui sont et qui restent très importants. C'est la petite leçon que je retiens de cette expérience de pensée, même si c'est fascinant, même si c'est extrêmement intéressant, toutes ces questions que cela pose et qui sont effectivement difficiles à réfuter définitivement. Merci beaucoup.